Shanks le chevalier divin, c'est aujourd'hui une vérité. Yo les bros et bienvenue dans cette review du chapitre 1167 de One Piece dans laquelle nous allons tout analyser de l'intégration de Shanks chez les chevaliers divins, de la hiérarchie de leur ordre, mais aussi et surtout de comment Shanks a pu être blessé par Teach il y a 15 ans. Sans oublier une théorie sur Imu qui vous fera voir cette entité et l'entité du triangle de Florian d'une toute autre manière. J'ai vraiment plein de trucs à vous dévoiler aujourd'hui, alors préparez-vous bien, lâchez un like au passage et notez sur 10 le flow de Shanks dans sa tenue de chevalier divin et allons-y pour cette nouvelle review. Vous savez, je dis souvent que finalement le plus grand GOAT de l'incident de God Valley n'est nul autre que Ginny, car c'est elle qui a pu dévoiler l'information de l'événement qui allait se dérouler. Mais en fait, Ginny n'a juste eu qu'à activer son NordVPN, parce que grâce à NordVPN, ta position et ton adresse IP est masquée lors de ta navigation sur internet, et les données que tu y laisses sont chiffrées pour en renforcer la confidentialité. Avec NordVPN, tu peux changer d'adresse IP pour contourner certaines restrictions et donc avoir accès à du contenu disponible qu'à l'international. Tu veux voir les 4 Fantastiques sur Disney+, bien qu'ils ne soient pas sortis encore en France, hop, tu changes l'emplacement de ton VPN, impeccable. Tu veux l'intégrale de Camelot sur YouTube, hop, l'IP suisse. C'est parfait. Et même certains abonnements sont moins chers à prendre dans d'autres pays, pensez-y. En plus, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 appareils en simultané avec votre abonnement, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou même votre télévision. Pour finir et non des moindres, vous avez une protection anti-menace qui vous protège sur internet en bloquant les sites frauduleux, les publicités intrusives ou même les tentatives de phishing sans avoir besoin d'être connecté au VPN. Et maintenant, si tu veux protéger ta vie numérique et débloquer des contenus du monde entier comme si c'était le Punk Record de Vegapunk, tu peux profiter de l'offre exclusive. 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements NordVPN de 2 ans et bien sûr 30 jours satisfaits ou remboursés grâce à mon offre uniquement disponible via mon lien en description. Alors, avec tout ça, je vous souhaite juste une bonne navigation et bonne tranquillité sur les mers du web. Harald se rapproche de plus en plus de son but. Aujourd'hui, en devenant l'un des bras armés du gouvernement, il aide en secret cette organisation pour vaincre les pirates et ainsi paye pour les 1000 ans de crimes des géants. En effet, après la mort de Roger, Harald a été promu par le Gorosei comme l'une des lames dévouées de Dieu en vue de devenir par la suite un chevalier divin et la hiérarchie de cet ordre nous est enfin révélée. Ok, alors comme vous l'aurez constaté, les 3 marques et grades de l'ordre des chevaliers divins représentent des principes de profondeur, mais pas n'importe lesquels, des profondeurs marines. Donc dans le grade des chevaliers divins, les plus anciens et plus puissants de l'ordre ont le grade d'Abyss, quand Gunko sur God Valley n'était qu'une lame de Dieu, le rang le plus faible. Chose à savoir et à en croire le chapitre 1140, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'être du grade Abyss pour passer à travers les abysses, puisqu'il ne mentionne que le besoin d'avoir la marque que l'on peut déjà posséder en étant que du grade Shallow, donc la plus petite, les eaux peu profondes. On peut facilement imaginer que les chevaliers divins sont encore plus nombreux qu'on le pensait. Il y a peut-être tout un groupe avec le titre Abyss et un autre groupe avec, le reste, etc. Et du coup, seuls ceux ayant le plus haut grade peuvent espérer prendre la place d'un Gorosei si l'un venait à disparaître malencontreusement, comme ce fut le cas avec Saturne remplacé par Garling. Bon, tout ça, c'est très bien, mais du coup, moi, il y a un truc qui m'intéresse encore plus. L'ordre des chevaliers divins, là, créé par et pour Imu, sont entièrement basés sur un principe de profondeur marine. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi un tel contraste avec les 5 doyens qui, eux, sont à l'opposé inspirés de 5 planètes de notre système solaire ? Ce chapitre m'a peut-être apporté une réponse que je dois vous révéler. Avant qu'Imu n'apparaisse quasiment toutes les semaines dans les chapitres de One Piece, nous avons dû attendre pas loin de 5 ans, sans aucune information supplémentaire à son sujet, si ce n'est qu'elle régnait sur le monde. À ce moment-là, je la comparais à une divinité mésopotamienne, qui était Anu. Grosso modo, Anu, c'était le roi des dieux, personnification du ciel. Ce rapport entre Imu et Anu m'avait donc conforté dans l'idée qu'Imu pouvait être aussi lié à l'arme antique céleste du nom d'Uranus, et trop bien parce que genre 1 mois après avoir fait cette théorie, Lulusia était rasée du monde par une arme venant du ciel contrôlée ou commandée par Imu. Sauf que voilà, aujourd'hui Imu est beaucoup moins lié au ciel, mais davantage à son opposé, la mer. Et oui, sans forcément renier ma théorie originale, je veux vous en proposer une nouvelle sur Imu et l'inspiration qu'Oda aurait pu puiser dans les mythes pour créer ce personnage. Je vais vous l'expliquer dès maintenant et vous allez voir si vous avez aimé ma première théorie, celle-ci risque aussi de bien vous choquer. C'est bon ? On peut commencer ? Ok, alors Imu serait bien une entité des mythes les plus anciens de notre monde, venant de Mésopotamie, et comme je vous le disais, elle ne dominerait peut-être pas seulement le ciel, mais surtout la mer. Voici Tiamat, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Tiamat est la déité des océans et des profondeurs. Elle est la mère de nombreux dieux et dans l'épopée babylonienne, elle en est l'antagoniste principale.
Là comme ça, ouais, bof, ok, c'est un peu léger quand même. Ok, Imu pourrait être lié aux profondeurs à en juger les révélations autour de la marque des Chevaliers Divins et de leur hiérarchie, et elle a le rôle d'antagoniste ultime. Mais c'est tout? Eh ben non, et c'est là que ça commence à prendre du sens, car Tiamat aurait plusieurs apparences, l'une d'elles serait une forme aqueuse et impersonnelle, tandis que l'autre, une forme draconique. Enfin, un dragon ou un serpent, les écrits ne sont pas sûrs, mais Tiamat serait un reptile, sans le moindre doute. Ah, et là ça commence à être plus intéressant puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'Imu semble être associée à l'image d'un dragon, elle aussi. Lorsqu'elle annule l'attaque de sabot sur Marie-Joise, elle semble avaler le feu en prenant la forme d'un monstre aux dents pointues, tel un dragon. Dragon et monstre qu'on retrouvera d'ailleurs sur la fresque d'Elbaf, preuve qu'une telle créature existait dans un passé lointain, apparemment lié à l'histoire d'Imu. Ok, alors c'est cool, mais c'est pas fini. En fait, Tiamat est littéralement nommée comme la mère des forces du chaos, tout en étant le monde lui-même, car à sa mort, le fondement du monde prit forme, des références rappelant encore une fois Imu, à l'origine du pouvoir chaotique lié aux enfers et aux démons, ainsi qu'au monde, ce que Chebek voyait en elle, il y a de ça quelques chapitres sur God Valley. Donc là, on a deux divinités, car oui, Imu est aussi considérée comme une divinité, comme l'atteste le titre de la lame de Dieu, qui sont à la fois liées au chaos, mais aussi aux profondeurs marines, tout en ayant une apparence de serpent, de monstre, de dragon. Et là, moi, je me suis dit, bah ouais, ça passe, c'est intéressant. En plus, ça vient d'un mythe très ancien, ça me plaît beaucoup. Et puis, je me suis souvenu d'une chose, le Harley. La fresque murale représentant le passé, le présent et peut-être le futur de l'œuvre, on est bien d'accord qu'elle doit représenter au moins une fois Imu, que ce soit dans sa forme finale ou sa forme de monstre draconique. Eh bien, prenons du temps pour analyser un peu cette créature à gauche portant le soleil et affrontant Nika. Il y a une chose que j'ai remarqué à peine aujourd'hui, alors que c'était sous nos yeux depuis des mois, le monstre jaillit de l'océan. Cette créature a l'apparence d'un dragon humanoïde est tellement grand que ses pieds ne sont pas visibles. Par contre, des bateaux lui font face et l'accompagnent, signifiant normalement que les bateaux sont au niveau de la mer, tandis que le monstre lui-même continue de s'enfoncer dans les océans. Et à vrai dire, ça aurait du sens. Car si Imu est bien Tiamat, sa forme ultime et finale la ferait jaillir des profondeurs des océans, son domaine. Mais vous savez ce qui serait finalement le plus dingue? C'est que Luffy affronterait sa propre faiblesse, l'océan lui-même, le démon des profondeurs, la reine des abysses. Imu, malgré toutes les malédictions qui a pu la consumer, n'est pas maudite par les océans, car elle est l'océan. Quand on parle depuis toujours dans One Piece de l'histoire oubliée et effacée, nous avons découvert qu'elle était simplement enfouie sous les océans après une hausse des eaux due aux armes antiques. Et si c'était le processus pour Imu dans chacun des trois mondes d'engloutir les civilisations et leur histoire pour en recréer une nouvelle à chaque fois? Nous avons vu un peu plus tôt qu'une mention du triangle de Florian avait été faite. Plus précisément que le mythe d'Harald, le monstre de la brume qui attaquait les pirates, n'était pas le même monstre que celui du triangle de Florian, car il attaquait sur d'autres régions, signifiant qu'il existe un monstre dans le triangle de Florian et qu'en plus il ne reste qu'ici sans bouger de cet emplacement. Et en vrai, même si on savait que quelque chose de bizarre avait lieu là-bas, là on a véritablement confirmation que un monstre existe. Voilà. Alors j'ai décidé de retourner au chapitre 490 et de bien relire tout le passage, à la fois en français mais aussi en le traduisant du japonais, et effectivement je pourrais presque vous confirmer aujourd'hui qu'Imu est apparu au chapitre 490 sur Thriller Bark. Commençons par le triangle de Florian. Vous vous demandez sûrement pourquoi un tel nom. En tout cas moi ça fait vraiment 15 piges que je me pose cette question. Eh bien, sachez que son écriture littérale en japonais signifie zone triangulaire du diable. Référence évidente au triangle des Bermudes, qui est aussi appelé en anglais le triangle du diable. Une particularité qui fait une grande différence dans notre théorie One Piece, car vous aurez bien compris qu'Imu symbolise parfaitement toute l'image qu'on se fait du diable, à travers ses pactes démoniaques, à travers son apparence dévoilée sur Elbaf. En bref, c'est le diable, le démon. Ensuite, il y a évidemment cette fameuse silhouette connue de tous, avec deux yeux bien rouges ressortant de l'épaisse brume du triangle de Florian. Ça, c'est donc le sujet principal, puisqu'il s'agirait du monstre mentionné par le narrateur, un monstre qui attaque les navires. Cependant, même si c'est le point principal, c'est ironiquement celui qui est le moins développé. Il faudra bien porter attention aux termes employés par Oda pour comprendre ce dont il pourrait s'agir. Mais clairement, oui, cette silhouette est terriblement proche de la silhouette d'Imu. C'est maintenant qu'on va pouvoir vraiment relier cette créature au mythe de la divinité des profondeurs qu'incarnerait Imu. En effet, si Imu est cette créature, alors la phrase du narrateur nous révèle que le brouillard d'ici
dissimule de son épais voile blanc le véritable visage de la mer. Cette ombre, qui serait Imu, serait alors aussi la mer, le démon des océans. Et alors qu'on pourrait s'arrêter ici, parce qu'après tout c'est cette page qui est la plus importante de par ses mots et sa représentation, eh bien on va revenir au chapitre 442. Pourquoi si loin ? Parce que c'est au début de Thriller Bark et il se passe un événement assez important pour être noté. Les Mugiwara découvrent un tonneau. Ce tonneau, c'est pas n'importe quoi, c'est une offrande, et c'est pas une offrande à n'importe qui. Elle est destinée au dieu de la mer. Nous pouvons alors imaginer que ce sont des pirates qui l'ont jeté à la mer pour espérer pouvoir passer le triangle de Florian en paix, vu que de nombreux navires disparaissent chaque année, n'est-ce pas ? Eh bien, il s'agissait plutôt d'un piège, un piège qui serait tendu par Imu. Imu a en horreur les pirates, peut-être car Joy Boy, son ennemi d'autrefois, était lui-même le premier pirate de son temps, et tout comme nous le découvrons dans ce chapitre, le Gorosei, à travers les ordres d'Imu, ont missionné Harald pour qu'il traque des pirates partout dans le monde. J'imagine que c'est une stratégie pour éviter que des aventuriers, des mers ne s'approchent trop près des secrets cachés par le gouvernement, ce qui finira de toute façon par arriver, donc c'était une peur assez justifiée. Ce tonneau près du triangle de Florian est en effet très étrange, trop étrange même pour avoir été déposé là par un humain. Car c'est lors de son ouverture que deux nouveaux éléments se sont enchaînés. Le premier, c'est une lumière rouge qui a envahi le ciel, une sorte de fusée de détresse qui pourrait être un moyen de marquer le Sony et donc de l'attaquer en l'abordant. Sauf que, il n'en est rien. Personne ne vient attaquer les Mugiwara. Cependant, le deuxième événement prend place. Nami ressent un changement sur la pression atmosphérique, annonçant une tempête. Une tempête qui les mènera tout droit dans le triangle de Florian. Vous commencez à capter ? Il est possible qu'Imu, qui est en réalité le visage de la mer et l'ombre terrifiante apparue à la fin de Thriller Bark, prenne au piège les pirates avec un tonneau rempli d'alcool qui révéleront leur position grâce à une fusée éclairante, afin qu'elle puisse changer le climat entier de la mer et les traîner dans ses griffes. Alors tout ça c'est absolument génial, vraiment, c'est de la pure mythologie et théorie de One Piece comme il y a 10 ans, hein. Enfin, à la différence près que d'année en année, l'identité de cette créature se dévoile en même temps que celle d'un encore plus grand mystère qui est Imu. Mais finalement, tout ce qu'implique cette théorie, ce sont encore plus de questions et plus de mystères, car admettons qu'Imu soit vraiment cette entité dévoreuse des océans, qu'elle s'incarne dans la brume de la même manière qu'elle est apparue sur Terre en fusionnant avec Saturne sur God Valley. Pourquoi n'a-t-elle pas attaqué Thriller Bark, qui est resté dans le triangle de Florian pendant 10 longues années ? Est-ce qu'elle utilisait Moria comme un pion qui faisait déjà le travail à sa place d'attaquer les pirates perdus dans le triangle de Florian ? Expliquant pourquoi le gouvernement mondial, donc le Gorosei, a ordonné à Doflamingo de le tuer sur Marineford car il n'était plus capable de répondre aux attentes d'Imu après avoir perdu face à Luffy. Et Brook alors, lui qui a erré 50 ans dans le triangle de Florian, a-t-il eu connaissance de cette entité et surtout pourquoi Imu ne l'a pas attaqué ? Je pense effectivement que Brook sait plus de choses qu'on ne le croit sur cette divinité et je pense aussi que ce n'est pas pour rien si lui et Imu ont certains liens. Ils sont tous les deux liés à l'image de Satan et du diable et c'est à travers Gunko qu'Imu est apparu sur Elbaf, Gunko appartenant apparemment au passé de Brook lorsqu'il était encore garde royal sur son île. Si on a besoin de la confirmation qu'Imu est le monstre du triangle de Florian, alors peut-être que c'est lui qui pourra nous la donner en reconnaissant son aspect ou son aura. Et si vous vous demandez pourquoi Imu ne l'a jamais remarqué ni tué, c'est précisément car d'apparence, Brook a toujours été mort. C'est une des raisons pour laquelle Imu, donc, ne se serait jamais soucié de lui pendant que lui découvrait son secret de ses propres yeux. Bien sûr, j'aimerais finir en vous expliquant comment et pourquoi Imu reste ici précisément dans cette zone et pas dans une autre, mais j'en ai honnêtement aucune idée pour l'instant. Probablement car le triangle de Florian fut autrefois le théâtre d'un événement important du siècle oublié, ou qu'ici se cache un trésor, voire une civilisation engloutie, qu'Imu souhaite à tout prix protéger des autres. Quoi qu'il en soit, si cette théorie en vient à se confirmer, je relirai le passage de Lulusia avec beaucoup plus d'intérêt. Parce qu'effectivement, quand les Mugiwara ont déclenché cette fusée de détresse, j'y ai trouvé des similitudes dans cette immense lumière qui est apparue dans le ciel lorsqu'ils l'ont déclenchée, provoquant exactement la même réaction chez les citoyens de Lulusia lorsqu'ils ont vu apparaître cette ombre au-dessus de leur tête. Messieurs, dames, il est l'heure de parler de Sainte Figarland de Shanks, le nouveau venu chez les Chevaliers Divins. Ce chapitre lui accorde une très grande partie, à lui mais aussi à son frère et en général aux Chevaliers Divins sur Marie-Joise, donc on va récolter toutes les informations pour les débriefs. Donc là, comme je vous le disais plus tôt, il y a 3 grades distincts chez les Chevaliers Divins qui font écho aux différentes profondeurs de l'océan. Il est quand même précisé que le premier, le contrat de la surface, n'a strictement rien à voir avec les autres et c'est le grade par lequel commencent des recrues tels que Gunko, Harald et Shanks. Car oui, Harald devient bien un chevalier divin dans ce chapitre comme nous le pensions. Concernant Shanks, on sait qu'il a gardé ce titre au moins 1 an puisque son tatouage est le même qu'Harald. Nous le voyons lorsqu'il est dans le onsen avec Gaban et cette scène remonte 14 ans en arrière. Et nous découvrons dans ce chapitre que Shanks venait de rejoindre les Chevaliers Divins il y a 15 ans puisqu'il dit avoir gâché
24 ans de sa vie, 24 plus 15, 39, l'âge actuel de Shanks, le compte est bon. Et la chronologie va être importante aujourd'hui, donc tenez-vous bien. Pour en revenir à la hiérarchie des chevaliers divins, la plus grande révélation est sans aucun doute du nombre qui les compose. D'après le Gorosei, le contrat des profondeurs et des fonds océaniques sont les véritables vœux partagés par les 13 élus et Dieu. Alors c'est en effet une révélation mais qui apporte aussi son lot de questions puisque si on ne peut être certain que Dieu est Timu, qui sont vraiment les 13 élus et comment sont-ils départagés au sein des deux plus grands pactes et surtout est-ce que le Gorosei en fait aussi partie? Le problème c'est qu'en fait jamais les chiffres autour des chevaliers divins sont bons, jamais. Quand Dragon a commencé à les mentionner au chapitre 1083, ils n'étaient que 9. Ensuite sur God Valley tu sais pas pourquoi mais ils en perdent 2, ils sont que 7, 8 si tu comptes la faucheuse qui n'a apparu que dans le premier flashback de Kuma au chapitre 1096. Pour finir, aujourd'hui on ne les voit pas plus au complet que ça, à part le chiffre donné par le Gorosei, difficile donc de savoir comment sont répartis ces chevaliers. Alors on va parler de Shanks, mais là ce qui va m'intéresser pour le moment, c'est d'essayer de voir si Oda a encore une fois été tenté par une inspiration d'ordre historique ou mythologique. Et il faut dire que le principe de chevalier de Dieu n'est pas une invention pure et simple venant de son esprit, la preuve, je suis quasiment sûr d'avoir un début de piste avec les chevaliers de la table ronde. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de la révélation des chevaliers divins au chapitre 1083, je vous avais cité plusieurs groupes de chevaliers qui auraient pu inspirer Oda dans la conception des chevaliers divins et les chevaliers d'Arthur en faisaient partie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avec la révélation d'aujourd'hui du nombre des chevaliers divins et de leur rapport avec Dieu, on arrive bien à un total de 13. En effet, il est communément admis que les chevaliers de la table ronde sont au nombre de 12, mais qu'il existe un 13e siège, toujours vide, aussi appelé le siège vacant. L'histoire derrière cette légende, c'est que la table ronde représenterait Jésus-Christ et ses 12 apôtres, ses 12 disciples. Or, un des sièges est considéré comme maudit suite à la trahison de Judas Iscariote. Et cette histoire ferait parfaitement sens avec l'histoire de One Piece, des chevaliers divins et d'Imu. Parce que de base, Arthur et ses chevaliers se voient confier de la mission divine de rapporter le Graal pour la vie éternelle ou le salut des peuples. Et là, on a un scénario similaire avec Imu représentant Dieu, le One Piece qui serait le Graal, que le gouvernement cherche d'ailleurs à récupérer, comme montré au chapitre 1121, et Arthur pourrait être le leader des chevaliers divins, donc Garling, entouré de ses 12 autres chevaliers. Mais alors qui serait le 13e et pourquoi un 13e en fait? Eh bien comme je vous l'ai dit, l'un des trônes est resté vacant après la trahison de Judas. Donc Koda ait choisi précisément 13 chevaliers divins, sous-entendrait alors que l'un d'eux est un traître, ce qui est plutôt ironique puisqu'on le voit apparaître dans ce chapitre, c'est Shanks. Moi j'aime vraiment cette vision de la chose et si vous avez encore un doute sur cette potentielle inspiration, outre ce que j'ai déjà pu vous dire, il y a encore un ou même deux trucs qui lient les chevaliers divins et le gouvernement mondial à la légende arthurienne. Déjà, rien que le principe de la rêverie qui est de regrouper les rois du monde autour d'une table ronde pour discuter des problèmes du monde et arriver à une potentielle paix, c'est exactement ce que faisaient les chevaliers de la table ronde en plus de leur quête du Graal. Et ensuite, toujours dans le mythe arthurien, l'enchanteur Merlin, une figure âgée, barbue, drapée d'une longue robe, est étroitement lié à la célèbre épée Excalibur. Et dans One Piece, on voit également un personnage singulier n'apparaissant qu'une seule fois près du trône vacant au chapitre 907, un homme âgé, barbu, vêtu d'une longue robe et surtout porteur d'une épée spéciale sur laquelle les rois doivent prêter serment. Perso, je dois avouer que il m'en faut pas beaucoup plus. Et encore, j'ai pas vraiment appuyé sur l'un des trucs les plus importants qui est que le gouvernement mondial avec les chevaliers divins, les saints et les dieux s'inspire fortement du christianisme. Exactement la religion des chevaliers de la table ronde et de la quête du Graal ou du moins quête du One Piece. Voilà, donc on va passer à la suite, on va pas très loin de toute façon parce que désormais on va parler de Shanks. Ce qui était autrefois qu'une théorie est aujourd'hui une vérité. Shanks est présenté dans ce chapitre comme Sainte Shanks, l'âme dévouée de Dieu de la famille Figarland. Je pense pas trop m'avancer pour dire que ceci n'est qu'une mascarade, un moyen pour Shanks d'infiltrer le gouvernement et en savoir plus sur leur histoire, leur effectif et peut-être même leurs points faibles. Après tout, qui d'autre que lui ne pourrait tenir ce rôle si délicat, lui qui a du sang de dragon céleste coulant dans ses veines. Surtout que rappelons qu'à cette époque-là, il y a 15 ans, il avait déjà tout son équipage auprès de lui puisqu'il y a 17 ans, quand il récupère Uta, donc 4 ans auparavant, Beckman et tous les autres étaient déjà dans son équipage. Il est donc véritablement parti en mission, laissant probablement le commandement à Beckman pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'il a pu chercher et analyser sur Marie-Joise? Je dirais que l'existence d'Imu est déjà connue, donc c'est pas forcément ça, mais peut-être la chambre gelée où se cache le chapeau de paille géant, ou encore la fameuse chambre fantôme qui apparaît et disparaît. Ce sont les principaux mystères qui auraient pu le pousser à infiltrer Marie-Joise après une évidente mission conférée par Roger en revenant de l'Aftel. Gardons aussi en tête l'existence du trésor national que Shanks aurait pu vouloir découvrir. Je pense qu'avec ces trois possibilités, on est pas mal. Pas
Parlons du sujet Fisher Tiger, je crois que c'est le personnage qui a le plus réécrit son histoire. Au début, la légende disait de lui qu'il avait escaladé Red Line pour libérer les esclaves de Marie-Joise, ensuite qu'il a réussi à s'échapper seul de Marie-Joise, pour finir par découvrir aujourd'hui qu'il a quand même été aidé par Shanks, qui lui a brisé le collier explosif qu'il aurait tué à tout moment. Ça n'enlève absolument rien à son héritage, à sa légende, mais je pense que ça aurait pu être cool de teaser l'aide qu'il a reçue là-bas, ça nous aurait permis aujourd'hui de recoller les morceaux avec cette mystérieuse libération, mais bref, en tout cas, Shanks a quand même fait sa bonne action là-bas, et tant mieux. Maintenant, parlons de la blessure de Shanks, ou devrais-je dire sa cicatrice. Ça vous aura pas échappé, un bandage sur tout son œil gauche, ça ne peut pas être autre chose que la blessure encore fraîche que Marshall D. Teach lui a infligée. Ça y est, après toutes ces années, nous avons enfin l'âge et la date à laquelle Shanks a combattu Barbe Noire, et c'était il y a 15 ans. En vrai, la temporalité, pour une fois, elle va pas tant nous intéresser que ça, parce que pour l'instant, c'est plutôt le contexte qui nous happe, qui nous intéresse. Shanks aurait été blessé pendant qu'il fut chevalier divin, dans une mission qui l'a mené à affronter Teach, ou du moins à être attaqué par ce dernier. Et vu que les chevaliers divins n'agissent que dans des missions secrètes et sensibles, Teach et Shanks ne se sont pas rencontrés dans un contexte anodin. Ça a dû avoir lieu dans un pays particulier, pour une raison précise. Bon, là en vrai, imaginer le scénario est trop compliqué tant il y a de possibilités, ça peut autant être lié à la traque d'un fruit du démon, vu que Teach voulait le Yami Yami no Mi, que dans une histoire liée au Davy avec par exemple une traque de la mère de Teach ordonnée par le Gorosei au chevalier divin. Bah ouais, on sait que sa mère et ses sœurs sont vivantes, puisque Ace les a rencontrés, et si le gouvernement voulait éteindre cette lignée comme ils ont voulu éteindre celle de Roger, Eris aurait pu être traqué par les chevaliers divins pour être effacé de l'histoire comme les autres Davy. J'aime penser du coup que Teach, bien qu'il soit membre de l'équipage de Barbe Blanche, gardait toujours un œil sur sa mère et l'a quitté précisément pour lui éviter d'attirer des ennuis, ce qui n'a pas forcément fonctionné puisque Shanks, en mission avec un autre chevalier divin, aurait retrouvé sa trace, il aurait tenté de l'attaquer avant que Teach n'apparaisse et tel un fier Davy D sauve toute sa famille comme son père l'a fait autrefois. J'aime bien ce scénario parce que pour une fois il ne fait pas de Teach le mauvais gars de l'histoire. Avec ce qu'on vient de voir sur sa famille, le contexte autour de sa survie, de celle de sa mère et de la mort de son père, on a en droit de penser que derrière ce vilain visage ne se cache peut-être pas un ange, mais un fils qui pourrait encore tenir à sa mère pour la protéger des chevaliers divins. En plus, parallèle de fou, Teach attaque Shanks, fils de Garling, quand ce même Garling a achevé Chebek, son père, quelques années auparavant. C'est trop bien, mais je pense à une chose là, malgré son faible grade chez les chevaliers divins, Shanks avait-il, comme tous les autres, la régénération instantanée? Car si c'est le cas, ça change beaucoup de choses, et Teach aurait une aptitude naturelle à pouvoir outrepasser la limite conférée par l'immortalité des chevaliers divins. Il ferait ce que pas même Chebek n'a réussi à faire, laisser une cicatrice là où normalement la régénération efface toute trace de blessure. Et du coup, ça nous permet de rebondir sur autre chose, mais vous vous souvenez quand je théorisais justement que Shanks allait avoir la marque des chevaliers divins? Je vous disais qu'elle aurait pu apparaître sur le bras qui a été mangé par le roi des mers, chose qui s'est révélée exacte. Du coup, mon scénario et mon interrogation serait que peut-être Shanks n'avait pas de moyen d'enlever ce sceau qu'il avait sur le bras, car il se régénérait systématiquement. Sauf le jour où un roi des mers lui a dévoré le bras, car ces créatures sont les seules à avoir peut-être une énergie ou un acquis particulier pour bloquer les pouvoirs démoniaques d'Imu. Shanks se serait alors laissé attaquer, à la fois pour sauver Luffy, mais aussi et surtout pour conjurer le maléfice qui lui a été posé sur le bras. Ça mériterait d'être bien plus développé, malheureusement le temps me manque, mais j'aimerais beaucoup que les rois des mers aient ce truc particulier, sans être que des grosses créatures qui font beaucoup de dégâts juste parce qu'ils sont massifs. Je pense vraiment qu'il y aura quelque chose de particulier chez eux et on en parlera un jour venu. À vrai dire, on peut conclure cette partie de Shanks chez les Chevaliers Divins dès maintenant. Je dois quand même préciser avoir beaucoup aimé cette dualité entre Shanks et Shamrock, ce parallèle entre eux, et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ma théorie sur leur combat, mais surtout que Shanks a un pouvoir qu'il aime nous cacher, celui du griffon. Oui, le griffon est cet oiseau légendaire et hybride qui est aussi le nom de sa lame, mais je pense que ça sera plus que ça dans le futur et que tout comme Shamrock est capable d'invoquer le Cerbère, son épée, Shanks invoquera un griffon. Une technique finale qui nous aura été dévoilée aux côtés d'une autre technique finale justement dans la fin du film One Piece Red, aux côtés de la toute première apparition officielle sur grand et petit écran du Gear 5 de Luffy. Harald a beau être aujourd'hui sous le contrôle du gouvernement, rien ne l'empêche de continuer sa vie et donc de rendre visite à l'un de ses vieux amis, le roi Neptune. Harald et Neptune se connaissent plutôt bien et c'est plutôt normal puisque déjà au chapitre 1153, Harald révélait à son peuple son excursion sur l'île des hommes poissons, toujours dans une démarche diplomatique, et disait que le prince Neptune venait de naître.
Et aujourd'hui, on apprend de Neptune que c'est sa fille qui va bientôt naître, Shirahoshi, plaisantant avec Harald sur le fait qu'il devrait à l'avenir la fiancer à Loki. Sauf que c'est pas une blague, ça risque même d'arriver, car Loki et Shirahoshi seraient déjà en contact depuis un certain temps maintenant. On entre dans de la théorie pure, mais ça va être difficile de voir autre chose désormais. Shirahoshi et Mosa, la personne avec qui Loki parle par Denden Mushi depuis le monde des morts d'Elbaf. Bon, concernant leur contact, Denden Mushi, vu que les parents se connaissent, ça reste plutôt logique qu'ils les aient, ça va. Déjà, Harald et Neptune se connaissent. Bon, ils connaissent leurs enfants respectifs, ok, mais ils voulaient les lier également. Et là, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, Mosa disait qu'un événement traumatisant s'était passé assez récemment, qu'elle en était toujours traumatisée. Eh bien, Shirahoshi a été violentée par Sainte Carlos qui voulait faire d'elle une esclave, donc effectivement, ça coche plutôt bien la case. Bon, concernant leur contact, Denden Mushi, vu que les parents se connaissent, ça reste plutôt logique qu'ils les aient, ça va. Mais là où ça change tout, c'est qu'aujourd'hui, Shirahoshi est surnommé Mosa Mosa par Harald. C'est littéralement de cette façon que Loki appelle son ami Mosa. Alors là, on va faire une pause là-dessus. Si cette théorie se confirme, juste bravo à ceux qui ont cru au début, parce que je sais que quand vous m'en avez parlé en live ou même dans le courrier de Goji, j'étais mais alors vraiment pas du tout happé par l'idée. J'étais très dubitatif sur le sujet, impossible de me projeter assez loin pour imaginer que Shirahoshi et Loki aient pu avoir un lien quelconque. Et en même temps, pour me défendre, Shirahoshi n'a pas passé une partie de sa vie enfermé dans un château. Alors quand même, et dans la crainte d'avoir loupé un truc, j'ai relu son introduction, et à aucun moment une conversation avec Loki est sous-entendue, bien évidemment, mais pire que ça, Shirahoshi dit qu'elle ne parle presque plus qu'à Megalo, son requin. Et c'est 2 fois pire parce qu'en japonais, Shirahoshi ne dit carrément qu'elle n'a personne d'autre que Megalo à qui parler, et que c'est son seul et précieux ami. Vous allez me dire qu'elle a pu totalement mentir, et c'est vrai, pour le moment on n'a aucune raison qui puisse justifier un mensonge sur ce sujet, mais on verra en tout cas le coup de Loki et Shirahoshi. Je suis pas certain que c'était prévu à 100% lors de l'introduction de la princesse sirène. Mais pour le coup, même si je suis pas fan du scénario, ça expliquerait pas mal de choses comme on l'a vu, mais plus encore. Car le duo Shirahoshi-Loki pourrait être ceux que l'on attend depuis 6 ans maintenant, ni plus ni moins que les 2 rois mentionnés par les rois des mers dans le flashback de Roger. Déjà car Shirahoshi est forcément l'un de ces 2 rois, car il parle de sa naissance, et qu'en plus elle est Poséidon, et pour Loki car ce dernier est le prince maudit exceptionnel de la lignée légendaire des géants d'Elbaf. Vous aurez compris depuis le temps que j'ai été convaincu par la théorie de Nina annonçant Loki comme Pluton, et ça depuis plus d'1 an maintenant, donc ces 2 rois sont en réalité 2 armes antiques, une incarnée sous la forme de Shirahoshi, l'autre sous celle de Loki, Poséidon et Pluton. Tous 2 vivent dans le pays respectif de l'arbre d'Adam et de l'arbre d'Ève, 2 arbres qui sont apparemment liés aussi par une histoire qu'on ne connaît pas. C'est quand même bien joué de ta part, Oda. J'ai déjà théorisé par le passé sur le fait que Pluton doit être piloté par les rois des mers qui le tracteront, comme ils l'ont fait pour le Noah. On aurait donc la parfaite représentation de ce duo d'armes antiques avec Shirahoshi et Loki. Autre point important, Loki et Shirahoshi sont destinés au mariage, et ça c'est plutôt rare chez les personnages. Pour profiter de son pouvoir d'arme antique, Vanderdecken voulait marier Shirahoshi. Pour profiter des pouvoirs des géants, Big Mom voulait marier Loki à Lola. Et puis finalement, sans mentionner le fait que Luffy les ait rencontrés tous les deux en début d'arc car ils étaient tous les deux emprisonnés sur leur île, eh bien l'histoire de Loki et Shirahoshi pourrait être celle décrite dans le Harley. Il semble que dans le 3e monde, des gens ou des entités se croiseront à nouveau après de nombreux siècles, voire millénaires sans s'être vus. Et si c'était l'histoire de Poséidon et de Pluton? Et si même à l'époque de Joy Boy, ces 2 armes antiques n'ont pu se retrouver et donc n'ont pu aider Joy Boy à combattre ce qui deviendra plus tard le gouvernement mondial? Pour le coup, c'est l'une de mes parties préférées de cette théorie, même si je reste sur mon idée première. Cette partie du Harley a été dévoilée dans la prophétie de Toki, et qu'il puisse s'agir de la lune et de l'aurore qui se rencontrent. Maintenant, pour clôturer le sujet, Mosa est égal Shirahoshi. Si ça en vient à se confirmer, alors il semble qu'il y a un problème chez les hommes poissons, puisqu'elle dit à Loki qu'elle est occupée et qu'ils ne pourront pas s'appeler pendant un moment. Le truc, c'est que Shirahoshi, on l'a vu pendant le message de Vegapunk, et il ne semblait pas y avoir de problème particulier, donc difficile de cerner l'importance et le type de ce problème justement. Est-ce que ça pourrait être lié à Barbe Noire? Caribou a pu lui donner les informations sur l'emplacement de Poséidon, donc Shirahoshi, et l'empereur a commencé à aller vers elle, ce qui aurait affolé les hommes poissons qui tentent de la cacher. Honnêtement, je sais pas, je cherche un peu les scénarios mais rien ne me vient. Si vous avez un truc en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, et pour finir, ouais, Shirahoshi serait Mosa, et je suis bien curieux d'avoir l'explication de comment ils ont pu rentrer en contact et depuis combien de temps. Parlons maintenant de la fin du chapitre. Ida est malade. En effet, Ida a été empoisonnée par les membres du village d'où provenait Astrid, l'ancienne reine d'Elbaf et mère de Loki. Comme d'habitude, ils tiennent responsable Ida de tous les maux du pays et souhaitent se venger d'elle pour reprendre le trône. Malheureusement pour eux, ils ne se doutaient pas un instant que pour Loki, Ida était sa véritable mère après qu'Astrid s'en soit débarrassée à sa naissance. Le chapitre se termine alors par Loki mettant feu au village natal d'Astrid en vengeant Ida qui risque de bientôt succomber. Bah ouais, j'ai rien à vous dire de plus, c'est tragique, hein, mais
et Ida allait forcément mourir parce qu'Oda ne peut pas continuer son œuvre sans tuer absolument toutes les daronnes de tous les persos. Ça en devient presque insupportable, mais bon, je suis énervé parce qu'on adorait tous Ida, donc forcément ça touche. La réaction de Loki aussi déchire vraiment le cœur. Elle était attendue, hein. Petit à petit c'était visible qu'il ne pouvait plus se détacher d'elle, et c'est normal, elle a été la seule figure maternelle de sa vie. En tout cas, ça n'a fait qu'appuyer la tragique vie de Loki, car en plus de perdre son idole, Chebek, il perd désormais la seule femme ne l'ayant jamais aimé comme un fils, et continue malgré tout de rester près d'elle et de la défendre. Non mais rien de plus à dire, Loki reste toujours autant touchant, et j'ai hâte de voir ce que va provoquer la mort d'Ida sur Elbaf, que ce soit pour le prince maudit ou pour Harald, car n'oubliez pas que cela fait 14 ans qu'Harald est mort sur Elbaf également, et le flashback de ce chapitre se déroule aussi il y a 14 ans. Cela signifie que nous arrivons à la fin du flashback et que toute la vérité sur l'un des plus grands drames d'Elbaf s'apprête à nous être révélée. Alors même si vous avez pu avoir une baisse de hype autour de One Piece, faites quand même attention à ce qui va arriver, car le retour au présent risque d'être assez chaud. C'est la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, faites-le moi savoir à travers vos likes et vos commentaires, c'est toujours le must-have du soutien. Merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.